Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé. Pour beaucoup d'entre eux, devenir aide-soignante, infirmier ou médecin était un rêve d'enfance. Mais pour certains, ce rêve s'est transformé en cauchemar lorsqu'ils ont franchi les couloirs de l'hôpital. Durant leur formation ou leur stage d'interne, ils ont été victimes d'humiliations et de violences de la part de leur hiérarchie. Aujourd'hui, leurs paroles se libèrent. Ils racontent leur quotidien dans un livre. Son auteur est médecin. Elle est mon invitée. Docteur Valérie Oslender, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, attaché à Sciences Po, et vous avez publié début mars un ouvrage paru aux éditions Michalon, Omerta à l'hôpital, le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé. À sa lecture, on a l'impression que faire des études d'infirmier ou de médecin peut devenir un véritable chemin de croix à l'hôpital. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont témoigné dans ce livre, qui dénoncent justement des maltraitances durant leur stage et faites par la hiérarchie. Et c'est ce que j'ai voulu dénoncer en rendant public cet ouvrage. Alors en 2013, il y avait eu une enquête qui mettait des chiffres sur les formes de souffrance à l'hôpital. Est-ce qu'on peut les résumer en quelques lignes ? Oui, alors sur 1472 étudiants qui ont été interrogés en France, des étudiants en médecine, 40% d'entre eux ont été confrontés personnellement durant leurs études à des pressions psychologiques, 50% à des propos sexistes, 10% à des violences physiques durant leurs études et près de 4% à du harcèlement sexuel. Et concernant les étudiants en soins infirmiers, 85% d'entre eux considèrent que la formation est vécue comme violente dans la relation avec les équipes encadrantes en stage. Alors votre travail a le mérite de mettre justement des histoires sur des chiffres et de montrer la façon dont s'exercent ces violences. Comment vous avez procédé pour écrire ce livre ? Donc c'est parti d'un constat personnel. J'ai moi-même fait donc des études de médecine et j'ai pu être témoin de violences envers certains étudiants. Vous-même, vous n'avez pas été agressé lors de votre... Je n'ai pas été épargnée de violences verbales, mais j'ai été très bien soutenue, donc j'ai vite fait face. Mais c'est vrai que ça concerne, je pense, tous les étudiants, notamment dans les violences verbales. Après, il est vrai qu'on ne peut pas généraliser, qu'il faudrait faire des enquêtes de victimation pour déterminer combien d'étudiants sont concernés en France. Donc c'est parti de ce constat-là. Et également des résultats de ma thèse, donc de l'enquête de 2013 dont on vient de parler, où finalement je me suis dit que j'avais envie de comprendre la souffrance par des verbatims d'étudiants et j'ai donc décidé de lancer un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez reçu des centaines de témoignages ? Tout à fait. En moins d'une semaine, j'ai recueilli 100 témoignages. Et j'ai décidé de faire une relance ensuite. Et au total, j'ai récolté 130 témoignages d'étudiants en médecine, infirmiers, aides-soignantes, kinés, pharmaciens, qui résument la situation à peu près générale et les violences dont ils sont victimes à l'hôpital. Voilà, qui décrivent des violences verbales, physiques, sexuelles, des dénis des droits fondamentaux. Donc vraiment tout type de violence. Alors justement, rentrons dans ces histoires. Le livre d'ailleurs s'ouvre sur un témoignage d'une jeune interne en 6e année, je la cite. « Dans un an, je serai thésée et officiellement pédiatre. Quelle fierté! Mais si c'était à refaire, certainement pas. Ça ne vaut pas le coup, ou plutôt les coups. » Une histoire qui résume le propos général. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les étudiants, souvent, décrivent à travers ces témoignages une violence et ils se sentent comme piégés parce que en arrivant dans ces études, ils n'ont pas ces informations, ils ne savent pas que ça se passe comme ça. C'est des violences qui ont été banalisées et qui finalement ont toujours existé. Et ils arrivent dans un système clos, soumis à la hiérarchie ou avec une vocation souvent à devenir soignant. Et ils se sentent piégés, ils n'ont pas envie de reculer. Il y a les parents derrière qui croient en eux, qui leur payent leurs études. Et souvent qui ne croient pas en ces maltraitances parce que c'est difficilement prouvable le harcèlement moral. Et donc, ils ne peuvent pas reculer et en même temps, si c'était à refaire, évidemment, ils ne le referaient pas. Alors, l'histoire de cette pédiatre a un côté tragique. Déjà, elle dit, quand j'aurai des enfants, je ne leur conseillerais pas de faire médecine, mais surtout, elle a vécu
une histoire dramatique avec son conjoint. Oui, son conjoint était interne. C'était quelqu'un qui apparemment avait la joie de vivre et était bien dans sa vie. Ils avaient l'intention de se marier, etc. Et suite à un stage où il était lui-même soumis à des contraintes de travail insupportables et probablement aussi du harcèlement moral, il n'a plus tenu. Et comme elle le dit très bien, il était être humain avant d'être interne et a décidé de mettre fin à ses jours l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort dans l'ensemble des témoignages que vous avez recueillis, c'est que l'hôpital qui soigne l'humain, finalement, déshumanise la formation de ceux qui vont exercer ce métier quelques années plus tard. Par exemple, l'étudiant n'a pas de nom en médecine, on l'appelle l'interne. Oui, ça c'est à travers les témoignages, on retrouve beaucoup d'étudiants qui se sentent dépersonnalisés. On l'appelle l'interne, le stagiaire, et toi là-bas, va me chercher les draps. Enfin, c'est vraiment, il y a une dépersonnalisation qui est assez fréquente. Et il y a certains témoins qui disent, mais de toute façon, à quoi bon retenir mon prénom? Parce que dans 6 mois, les soignants devront apprendre un autre prénom. Donc il y a une réelle dépersonnalisation qui est mal vécue par l'étudiant qui se sent déshumanisé. Et à ça s'ajoute d'ailleurs un rythme de travail qui est effrayant. Certains parlent dans ces récits de 90 heures de travail par semaine. Est-ce que c'est un phénomène qui est plutôt fréquent ? Oui, c'est assez fréquent parce qu'après 90 heures, c'est probablement pas tout. Et heureusement, il y a des services, des chefs de service ou des cadres de santé qui respectent le temps de travail, le repos de garde, mais ce qui n'est pas encore généralisé sur tout le territoire. Mais c'est vrai que ces horaires de travail démesurés, et on entend souvent d'ailleurs dire de la part de chefs anciens, enfin, qui sont de générations au-dessus, que avant c'était bien pire, donc on n'a pas à se plaindre finalement. Et on se rend compte des conséquences justement sur la qualité de vie, à la fois au travail, mais dans la vie personnelle des étudiants, qui est assez dramatique, avec des étudiants qui ont des vraies conséquences sur leur vie. On va en parler, mais dans ce processus de destruction, l'humiliation revient souvent. Oui. On fait très vite sentir au futur médecin, à la future infirmière, finalement qu'elle ne sait rien, que ses questions sont idiotes, et lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, elle le fait pas ou mal. Mmh. C'est vrai que souvent on justifie ces maltraitances par cette prétendue incompétence, une incompétence, enfin, comme le dit très bien Didier Sicard dans son analyse, finalement ces compétences, ce sont des compétences que les pairs sont censés transmettre. Et les étudiants sont peu, voire pas formés dans certains services, et comment dirais-je, cette prétendue incompétence justifie ces violences. Et au lieu que l'étudiant progresse de par les réflexions qu'il reçoit, au contraire, il a tendance à se replier sur lui-même et même parfois à faire des bêtises ou même des erreurs, de par la pression qu'il a sur lui, pression négative qu'il a sur lui. Oui, tout à fait. C'est vraiment ces humiliations, déjà, elles n'ont aucune valeur pédagogique. Ils sont parfois humiliés devant les patients et à force d'être humiliés, l'étudiant essaye de trouver des stratégies de défense pour ne plus avoir affaire à ces maltraitances et finit par faire des erreurs médicales. Parfois on l'oblige même, si j'en crois certains récits, on oblige l'étudiant à faire des gestes médicaux qu'il ne maîtrise absolument pas, mais simplement pour observer que le fait qu'il va pas réussir. Oui, il y a une espèce de jeu d'équipe parfois un peu pervers qui heureusement, et je tiens vraiment à insister là-dessus, n'existe pas dans tous les services, mais qu'on retrouve dans certains témoignages, où justement on va s'amuser à mettre en spectacle justement l'étudiant dans une compétence qu'il ne maîtrise pas pour faire rire l'équipe. Alors humiliation rime avec domination. On fait comprendre aux internes, pas tous les internes, mais ceux qui ont témoigné, que leur stage pourrait ne pas être validé s'ils se rebiffent ou s'ils se plaignent. C'est ce que vous appelez l'omerta à l'hôpital. Finalement, c'est la loi du silence qui règne. Oui, il y a une banalisation. Il faut respecter la hiérarchie.
le fait que cette formation soit une formation basée sur le compagnonnage rend difficile le fait d'aller porter plainte ou de tout simplement aller se plaindre à son supérieur, parce que c'est celui qui transmet. Oui, il y a une réelle... Et au sein de l'hôpital, qui est un système clos, les conflits vont se régler en interne. Et puis, on entend souvent « j'en ai bavé, donc tu vas en baver ». Et ça a toujours été comme ça à l'hôpital. Donc, à quoi bon se plaindre? Et ceux qui essayent effectivement de survivre, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont effectivement sanctionnés dans leur parcours et dans leur profession plus tard? Alors, à travers les témoignages, on se rend compte qu'il y a certains étudiants qui ont été soutenus par leurs instituts de formation ou leur école, faculté de médecine. D'autres n'ont pas eu le soutien parce qu'il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de terrain de stage, donc on ne va pas changer de stage parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et puis après, il y a aussi des histoires de corporatisme où on ne va pas dénoncer le collègue. Il y a de plus en plus de syndicats, je crois, de jeunes médecins ou de jeunes internes, pour parler des médecins. Est-ce qu'eux jouent un rôle pour faire avancer les choses depuis quelques années? Il y a surtout les associations de médecine qui jouent un rôle, qui se sont rendus compte justement de cette souffrance des étudiants, à la fois des étudiants en médecine, mais des étudiants infirmiers, et qui ont développé des cellules d'écoute ou par exemple des associations d'internes en médecine qui ont développé des cellules d'écoute où des internes en psychiatrie peuvent répondre au téléphone pour écouter les étudiants en détresse. Mais souvent, étant donné qu'au sein de ces associations, ce sont des étudiants qui tiennent ces associations, ils ont souvent peur des représailles et ne vont pas jusqu'au bout de leur démarche judiciaire, notamment quand il y a du pénal ou même des sanctions, en tout cas des choses qu'il faut sanctionner. Ce parcours du combattant laisse des séquelles, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. Alors, on retrouve aussi souvent dans les témoignages la célèbre, la fameuse boule au ventre, mais en fait, finalement, qui traduit un état de mal-être à la fois psychique et physique. De quoi souffrent ces étudiants? Alors, les témoignages que j'ai pu recueillir établissent un lien direct entre les maltraitances qu'ils ont subies de la part de la hiérarchie et des conséquences sur leur santé. Et ça, c'est très important. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais ces étudiants étaient dépressifs avant. Certes, il y avait peut-être certaines personnes qui avaient un terrain plus fragile. Il n'empêche que les conséquences proviennent directement de ces maltraitances, avec des conséquences à la fois physiques. Je pense à une étudiante à qui on interdisait, une étudiante infirmière à qui on interdisait d'aller aux toilettes pendant plus de 12 heures et de façon répétée tous les jours, et qui a fini par avoir des troubles urologiques graves et qui doit aujourd'hui se sonder depuis plus de 20 ans, puisque son histoire date de 20 ans, 6 fois par jour pour pouvoir uriner, parce qu'elle ne peut plus uriner correctement. Je pense aussi à beaucoup de personnes qui ont décrit des troubles du comportement alimentaire avec des anorexies et des boulimies. Une autre étudiante qui a eu sur son corps l'apparition d'hématomes spontanément à chaque fois qu'elle était dans un état de stress, et des conséquences évidemment psychiques avec des états de stress post-traumatiques, la prise de psychotropes comme des anxiolytiques ou des antidépresseurs, et le suivi par des psychiatres avec des étudiants qui encore plusieurs années après la sortie de leurs études sont toujours traumatisés. L'actualité l'a montré récemment, le suicide n'est plus une exception à l'hôpital de la part des soignants. Est-ce que ce phénomène touche déjà les étudiants? Vous citiez un exemple tout à l'heure, mais est-ce qu'il est justement un exemple exceptionnel ou d'autres se produisent? Alors, il y a des chiffres. Il y a le Conseil national de l'Ordre des médecins qui a fait une étude en juin 2016 auprès de 8000 étudiants en médecine. Et selon cette étude, 14% des étudiants en médecine ont déjà eu des idéations suicidaires. La Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers a également fait une étude, et 11% des étudiants en soins infirmiers ont déjà été témoins de cas de tentatives de suicide autour d'eux. Donc les chiffres parlent, et sans compter les témoignages aussi, où je pense à une interne en radiologie qui dit « j'ai failli me mettre en l'air sur l'autoroute à plusieurs reprises ». Est-ce que l'administration hospitalière prend conscience de ce phénomène? Est-ce qu'elle essaye d'y répondre?
autour, par exemple, des suicides, des tentatives de suicide, par des cellules psychologiques qui seraient mises en place particulières ou des choses de cette nature? Il y a surtout, encore une fois, les associations des étudiants, certaines facultés de médecine qui ont des cellules d'écoute, mais elles sont trop peu nombreuses et souvent les étudiants n'ont pas de recours. Et d'où l'objet de ce livre, de vraiment faire prendre conscience à la fois au pouvoir public, aux institutions et aux établissements de santé, le réel problème et la nécessité d'agir. Donc l'administration hospitalière, elle, ne traite pas ce sujet. Non, pour l'instant, non. Il faut avoir recours aux associations. Alors on pensait que l'hôpital, c'était l'école de la bienveillance, en tout cas pour ceux qui sont formés là-bas. On comprend que c'est plutôt l'école qui endurcit. Est-ce que ça a des conséquences sur le rapport que peuvent avoir ces jeunes étudiants aux patients ? Oui, bien sûr. C'est sûr qu'un étudiant qui va être victime de harcèlement moral toute la journée et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va se concentrer plutôt sur des stratégies de défense pour éviter son agresseur plutôt que sur le soin et son patient, peut justement soit faire des mauvaises pratiques, ne pas avoir l'empathie qu'il pourrait avoir envers son patient et parfois même faire des erreurs médicales. Et les témoins le disent, il y a des liens, encore une fois, un lien direct qui a été montré pour certains témoignages entre les maltraitances et les erreurs médicales qu'ils ont pu faire. Ce sont des erreurs médicales qui sont graves, qui sont légères, elles sont de quelle nature ? C'est compliqué aujourd'hui de dire. En tout cas, à travers les témoignages, il n'y a pas eu de conséquences graves, mais on peut imaginer que ça peut exister, en tout cas. Quand on vous écoute, on se dit finalement ces abus de pouvoir dans n'importe quelle société ou administration, on va les retrouver à plus ou moins grande échelle. Le problème ici, c'est qu'on va traiter de l'humain et ça, donc, ces abus de pouvoir prennent un relief assez particulier finalement. Oui, c'est vrai que les experts qui ont apporté leur analyse dans mon livre ne voient pas de spécificité finalement à ces violences, mais ces violences, elles sont d'autant plus étonnantes à l'hôpital que c'est un milieu où on s'attend vraiment à de l'empathie, à de la bienveillance, où on est confronté à la souffrance et à la mort et où on doit s'occuper du patient et donc ça les rend d'autant plus incompréhensibles finalement. Alors ces épisodes à l'hôpital laissent des traces et vous avez un témoignage d'un médecin qui se souvient très exactement des violences qu'il a subies 20 ans auparavant. Donc c'est vraiment un marqueur très fort dans le parcours du professionnel de santé. Oui, j'ai quelques témoignages en effet de personnes qui ont 50, 60 ans et qui témoignent de violences qu'ils ont subies, comme si c'était une tradition finalement, comme si ça faisait partie des coutumes dans les études de médecine. Mais c'est vrai que dans les études d'infirmière, on n'a pas finalement de tradition de cet ordre, et ce qui rend les violences d'autant plus toxiques. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission. Dans la deuxième partie de votre livre, vous donnez la parole à des experts qui, avec vous, tentaient d'expliquer le pourquoi du comment de ce qui conduit à cette violence. Il y a d'abord la tradition qui se transmet entre les générations, vous l'évoquiez à l'instant. L'agressé devient à son tour agresseur. Il était en bas de la hiérarchie, il a grimpé au sommet et il le fait savoir. C'est un peu la base de cette violence. Mais c'est vrai qu'il y a certains témoins qui entendent souvent « j'en ai bavé, donc tu vas en baver ». Il y a une espèce de reproduction de la violence. Et c'est vrai que même, comme je vous disais tout à l'heure, dans la tradition médicale, c'est quelque chose qui est banalisé. Est-ce qu'on en connaît l'origine d'ailleurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition, mais pourquoi au départ, effectivement, les pères ont été obligés d'exercer leur pouvoir de manière un peu violente vis-à-vis des jeunes internes, parce que c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver de manière aussi forte dans d'autres secteurs?
y a ces coutumes et puis l'esprit carabin, pardon. Après, l'origine exacte, il y a Céline Lefebvre et Emmanuel Godeau qui en parlent et qui seront plus à même de développer sur ce sujet. Mais oui, il y a des traditions qui sont très lointaines. Alors, certains de vos experts parlent même de profanation de la personne, ce qui est un mot assez fort. En usant de ces violences, le coupable pourrait agir aussi lui-même par autodéfense. Pour quelle raison ? Alors, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, et ça Christophe Dejour l'explique très bien, même si on ne peut pas nier les responsabilités individuelles des agresseurs, depuis plusieurs années, il y a le tournant gestionnaire avec des modifications du management et de l'organisation hospitalière. Les soignants souffrent et on le voit bien aujourd'hui dans l'actualité. Ils n'ont plus le temps de s'occuper de leurs patients. Ils trahissent finalement leur éthique professionnelle et ils mettent en place des stratégies de défense pour justement ne pas souffrir. Et quand l'étudiant arrive, l'étudiant est finalement la mauvaise conscience du soignant en venant lui rappeler sa trahison de l'éthique professionnelle qu'il avait refoulée. Qu'il a rompu avec ses engagements, finalement. Est-ce que ça peut aussi cacher des incompétences de la part de l'encadrement ? Oui, et ça, même les soignants s'en plaignent aujourd'hui. Les soignants se plaignent de manquer de formation au tutorat et c'est très important d'apporter les moyens nécessaires pour former les soignants au tutorat. Et je pense aux infirmières de l'ancien référentiel, parce qu'en 2009, il y a eu un nouveau référentiel, qui ne sont pas formées à cette nouvelle organisation de formation et qui se plaignent de ça, parce que finalement, il y a un décalage entre les anciennes infirmières et les nouvelles infirmières. Enfin, je dis infirmières et infirmiers aussi, bien sûr. Alors, vos experts apportent un éclairage sur la situation et ils donnent aussi des pistes ou des solutions. Oui. Est-ce qu'on peut en résumer quelques-unes ? Ce qui est surtout important aujourd'hui, c'est une prise de conscience. Il faut que les professionnels de santé prennent conscience de ces maltraitances et des conséquences dramatiques que ces maltraitances ont sur la santé des étudiants, à la fois dans leur vie professionnelle, sur la prise en charge des patients et dans leur vie privée, au point de parfois avoir envie de mettre fin à ces jours. Il faut que les étudiants dénoncent de façon systématique ces violences et il faut également condamner les agresseurs. À qui ? Ils peuvent les dénoncer auprès d'associations. Il y a le ministère de la Santé qui a mis en place l'Observatoire national des violences en milieu de santé, où on peut télécharger une fiche de signalement et déclarer de façon anonyme un fait de maltraitance. Ils peuvent également se référer à des associations qui peuvent les aider dans des démarches juridiques parfois si nécessaire. Et il faut également condamner les agresseurs en cas de violence avérée. La formation est primordial, comme je vous le disais tout à l'heure, former les soignants au tutorat, mais il faut aussi leur apporter les moyens nécessaires, à la fois des moyens humains et économiques pour pouvoir s'occuper correctement de leurs patients et arrêter toujours de penser en termes de rentabilité et de productivité de l'hôpital, mais remettre le facteur humain au centre du soin et donc leur apporter les moyens nécessaires pour soigner leurs patients et former leurs étudiants. Est-ce que ce tournant gestionnaire a, selon vous, cassé le modèle éthique de l'hôpital ? Oui, évidemment. C'est vrai que là, comme je vous disais tout à l'heure, et les experts sont unanimes là-dessus, on parle de rentabilité, de productivité, de coûts. On interchange les soignants et il n'y a plus un soignant pour un patient, mais il n'y a plus d'individualité finalement. Alors, votre livre, on le disait, a libéré la parole des étudiants. Mais est-ce que les médecins installés, hospitaliers, et ceux qui peuvent être les auteurs de ces agressions, en ont pris conscience et quels sont les retours que vous avez de leur côté ? Eh bien justement, plutôt un silence. L'omerta continue donc. En tout cas, c'est difficile de savoir de la part des agresseurs, mais de la part des victimes, il y a énormément de paroles qui se libèrent depuis la sortie du livre, notamment sur les réseaux sociaux, où des milliers de personnes disent avoir vécu ce type de violence et de toutes générations confondues. Et après, difficile de savoir qui est agresseur parmi les médecins hospitaliers que vous devez croiser ou le personnel des encadrements infirmiers, est-ce que vous avez eu des retours ou quelques retours ? Les seuls retours négatifs que j'ai eus, souvent, c'est une banalisation de ces violences.
On vous dit, j'ai subi ça, oui, c'est normal et ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage, les étudiants sont trop sensibles, ce n'est pas de l'humiliation, ce n'est pas du harcèlement. Vous allez donner une suite à ce livre ? Oui, tout à fait. Là, je suis en train de mettre en place des actions avec différentes structures pour justement faire notamment de la prévention et apporter des outils aux étudiants pour justement lutter contre ce harcèlement moral et leur donner des outils pour savoir les orienter vers des associations et les orienter vers des structures adaptées. Et en tout cas, faire de la prévention pour aussi leur apprendre à se défendre, leur apprendre à dénoncer, à en parler et essayer justement de continuer à militer pour que ces violences n'existent plus au sein de l'hôpital. Docteur Valérie Auslander, merci. Je Merci rappelle que vous êtes auteur d'un ouvrage paru aux éditions Michalon-Omerta à l'hôpital. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé. Merci de votre fidélité.